Il est 6h30 et vous êtes sur RTI 1. Quel plaisir de vous retrouver pour ce journal. Ce même plaisir, les populations du Hombol l'ont partagé en accueillant le vice-président de la République dans la région. Lors de cette tournée, Thiemo Komele Kone s'est rendu à Katiola, une occasion pour s'enquérir de l'avancement des travaux dans les domaines sanitaires et d'adduction en eau potable. Alexis Ouedraogo. Katiola accueille ce jeudi le vice-président de la République. Thiemo Komele Kone en visite de travail dans le Hombol. 4 jours pour communier avec les populations, mais surtout donner un coup d'accélérateur au développement impulsé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Première étape, visite du chantier du château d'eau de Katiola. Le cas de Katiola est un projet qui coûte à peu près 35 milliards de francs CFA, qui consiste à construire un barrage, stocker l'eau brute de ce barrage, construire une unité de traitement et refouler donc cette eau traitée vers Dabakala d'une part et vers Katiola d'autre part. L'achèvement de ces travaux est prévu pour la fin du mois de mai 2025. Une fois que ce projet sera achevé, les localités seront à l'abri du manque d'eau jusqu'en l'an 2040. Après l'eau, place à la santé avec la visite du chantier du CHR qui devrait être livré dans 4 mois. Il s'agit donc ici de doter cette région d'un hôpital de référence moderne avec un plateau technique de pointe comprenant les scanners, toute la radiographie qu'il faut, les labos qu'il faut pour que des populations ne puissent pas être évacuées sur des longues distances avant d'être prises en charge. Donc c'est un hôpital à terme qui aura plus de 120 lits. Et avec tout le personnel technique, compris les spécialistes, pour prendre en compte nos patients. Des ouvrages pour améliorer un peu plus chaque jour les conditions de vie des populations. Il est important qu'on suive les travaux et qu'on sache ce qu'il faut faire pour activer justement la fin du chantier et que les populations puissent bénéficier de cet environnement nouveau qui va leur permettre d'améliorer significativement leurs problèmes de santé. L'amélioration des conditions de vie nécessite qu'il y ait de l'eau potable. C'est des problèmes que le président suit avec vraiment beaucoup de munitions. L'exemple le plus frappant, c'est qu'à une certaine période, on nous a dit qu'il n'y avait pas de l'eau dans la région de Dabakala et il nous a demandé de faire rapidement dans 26 villages des puits avec des forages et pour que les populations aient de l'eau. Et vous savez, ce qui a été extraordinaire, c'est que toutes les populations qui ont eu l'eau, le jour où elles ont eu l'eau, elles ont dansé jusqu'au matin. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très important. À la mi-journée, le vice-président de la République a rencontré les cadres, chefs traditionnels et guides religieux à la résidence du préfet. La Côte d'Ivoire confirme son dynamisme économique avec un taux de croissance de 6,1% en 2024, dépassant largement la moyenne de 4,2% enregistrée dans l'espace CEDEAO. Des chiffres dévoilés par la ministre de l'économie Niale Kaba. Forte de ces résultats, l'année 2025 s'annonce ambitieuse avec 10 grands chantiers au programme. Plan national de développement 2026-2030, assemblée annuelle de la BAD, analyse renforcée de la situation économique, production régulière de comptes nationaux. Au total, 10 priorités en 2025 pour renforcer les acquis des 7 chantiers exécutés en 2024 par le ministère de l'économie, du plan et du développement en matière notamment de gestion macroéconomique, de stratégie et de coopération au développement. La réalisation du cluster 1 dans la région de San Pedro avec près de 28 000 entreprises, du cluster 2 dans 5 régions de l'intérieur et le district autonome de Yamoussoukro avec environ 580 000 entreprises. Selon la ministre de l'économie, ces efforts auront contribué, malgré les chocs endogènes et exogènes, à consolider les acquis et la résilience de l'économie. Les investissements réalisés et les réformes mises en œuvre ont permis de renforcer la dynamique de développement avec un taux de croissance du produit intérieur brut estimé à 6,1% en 2024 contre 4,2% au niveau de la sous-région CEDEAO. Impacté par cette croissance, le bien-être populaire à travers notamment l'électricité, la santé. Le taux de couverture nationale en électricité est passé à 94% en 2024 contre 33% en 2011. L'accès à l'éducation de base a été renforcé avec la construction de nouvelles infrastructures
et l'amélioration de la gouvernance du secteur. La proportion de la population vivant à moins de 5 km d'un centre de santé est passée de 70% en 2020 à 80% en 2024. Dans les mêmes conditions de stabilité et de paix, la ministre de l'économie projette à 6,8% la croissance économique de 2025 à 2028 et invite collaborateurs et partenaires au développement à une synergie d'action avec l'État. Ils étaient autrefois au cœur de nos habitudes numériques, les cybercafés. Ces espaces autrefois bondés où Internet se consommait à l'heure semblent relégués au passé depuis l'arrivée des smartphones et des ordinateurs portables. Alors, que sont devenus ces lieux emblématiques et comment les propriétaires s'adaptent-ils face à cette révolution numérique? Pour le découvrir, Khalil Diomondé et Bouyapo ont mené l'enquête sur le terrain. En 2025, des endroits comme celui-ci, on n'en trouve quasiment plus à Abidjan. Très fréquentés par le passé, les cybercafés voient ces dernières années la majeure partie de leurs usagers perdre l'intérêt. En cause, la démocratisation des supports mobiles de connexion Internet. Tout le monde a un Android maintenant. Donc, ce qu'on va te chercher dans les cybercafés sont à portée de main. Avec ton téléphone, tu peux faire ta recherche Internet. Tu peux communiquer avec quelqu'un à l'étranger. Pourquoi aller s'asseoir dans un cyber où il n'y a pas même assez d'intimité? C'est devenu un peu compliqué. Le cyber n'est pas mobile, on est assis et on ne peut pas bouger. Mais avec le smartphone, qu'on soit dans un taxi, qu'on soit au travail dans notre chambre, on peut naviguer. Je pense que la disparition des cyber est due déjà à la cybercriminalité. Parce que nombreux sont les jeunes qui usent des cybercafés pour aller sur des sites pour arnaquer des gens. Avec la crise que connaît le business des cybercafés, Chérif a dû mettre la clé sous le paillasson. Il offre depuis maintenant 4 ans des services tels que l'impression, la rélure de documents ou encore la photocopie. Tous les domaines d'activité ont besoin de l'imprimerie aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui est prisé aussi. Parce que regardez par exemple le nombre d'étudiants, d'élèves qui ont besoin de tirer leurs documents. On peut dire que ça marche, ça va. Comme Chérif, ils sont nombreux, ces anciens propriétaires de cybercafés, à s'être orientés vers les activités de traitement de texte et d'imprimerie. Une reconversion qui, fort heureusement, comble les attentes des populations. Bon, vu qu'on n'a pas de machine à la maison, donc c'est plus facile ici de faire des impressions, des documents, surtout quand on a des expositions, des devoirs à rendre. Donc pour les étudiants, vraiment c'est rentable. Pour moi, la reconversion des cybercafés est une bonne chose. Et puis ils vendent aussi souvent des fiches à rabat, des chemises cartonnées. Quand on en a besoin, on vient directement, on achète et puis on part à l'école. Ils n'ont plus pignon sur rue, mais les cybercafés auront permis aux populations dès le début des années 2000 de se familiariser à l'outil informatique et surtout de découvrir le vaste univers d'Internet. Depuis hier, les acteurs du transport aérien sont réunis ici à Abidjan. Ils sont en pleine discussion sur les défis et les opportunités du secteur. L'objectif est de trouver des solutions pour améliorer l'expérience des voyageurs et définir la politique nationale du transport aérien. Juliette Ouya. Connectée en 2024 en vol régulier avec 33 villes, dont 26 africaines, la Côte d'Ivoire présente un bilan satisfaisant en matière de transport aérien. Le dernier contrôle effectué par l'Organisation de l'aviation civile internationale s'est soldé pour la Côte d'Ivoire à un taux de 93,86%. Donc les choses sont sur la bonne voie, mais nous souhaitons alors aller encore plus loin, comme le souhaite Monsieur le Président de la République. Cependant, beaucoup reste à faire, car le pays veut devenir un acteur compétitif sur la scène internationale. Le développement du transport aérien en Côte d'Ivoire permettra à l'État de désenclaver et de mettre en valeur rapidement son vaste territoire. Le transport aérien joue un rôle crucial dans la dynamique de croissance économique amorcée par la Côte d'Ivoire sous l'impulsion de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, et le leadership de M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie. C'est pourquoi le gouvernement, à travers le ministère des Transports, a décidé de se doter d'une politique nationale robuste pour le développement du transport aérien
adapté aux nouvelles réalités. Pendant 2 jours, des compagnies aériennes, agences de voyage, entreprises du secteur aérien et autres usagers vont échanger leurs expériences et faire des recommandations. En 2024, l'aéroport d'Abidjan a enregistré environ 3 millions de passagers contre 2 331 917 en 2023, soit une augmentation de 8,7%. Depuis 2016, il soutient le développement du commerce équitable en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du programme Équité. Cette semaine, la 3e phase a été lancée, offrant une belle opportunité aux producteurs et aux filières agricoles. Louis Bambou. Un nouveau cap pour le commerce équitable en Afrique de l'Ouest. Avec un budget de 8 millions d'euros, soit un peu plus de 5 milliards de francs CFA, la 3e phase du programme Équité ambitionne de renforcer les filières agricoles, favoriser l'innovation agroécologique et garantir de meilleurs revenus aux producteurs. On a ambition de former les producteurs, les coopératives et d'autres partenaires sur des innovations telles que la production d'intrants biologiques et agroécologiques, sur la traçabilité. Comment mettre en place une traçabilité qui répond aux exigences de nouvelles réglementations. Déjà actif dans la sous-région depuis 2016, le programme soutient les organisations locales dans leur structuration et leur compétitivité sur les marchés internationaux. Lorsqu'on prend le maillon de la chaîne de valeur de l'agriculture, malheureusement, les producteurs constituent encore le maillon le plus faible. Donc Équité 3 est pour nous une chance qui permettra de résoudre ce problème d'inégalité au niveau de la chaîne de valeur du cacao. Cette 3e phase s'étendra sur 4 ans. Un engagement fort pour un modèle agricole plus juste et résilient en Côte d'Ivoire. L'idée, c'est de pouvoir augmenter les revenus des producteurs tout en respectant aussi les normes environnementales. Le programme Équité est une initiative de commerce équitable France et Agronomes et Vétérinaires sans frontières, AVSF. Il est financé par l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial. Et aujourd'hui, le monde entier célèbre la Journée internationale de l'éducation. Le thème retenu cette année, l'intelligence artificielle et l'éducation, préserver l'autonomie dans un monde automatisé. Un thème qui propose une réflexion sur le pouvoir de l'éducation pour permettre aux personnes et aux communautés de naviguer, de comprendre et d'influencer le progrès technologique. Vous aurez le développement dans nos prochaines éditions. Sur la situation en RDC, le secrétaire général de l'ONU s'est exprimé. Antonio Guterres condamne avec la plus grande fermeté la nouvelle offensive lancée par le M23 depuis le début de l'année et son extension au nord Kivu, au sud Kivu, y compris la récente prise de Saké. Évoquant la présence des forces rwandaises, il a ajouté que cette offensive accroît le risque d'une guerre régionale. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous serez en compagnie d'Anicette Collant et moi, je vous retrouve la semaine prochaine.